Bien le bonjour à toutes et à tous. On se retrouve un vendredi 20 décembre, juste au bord des congés de fin d'année. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Christophe Battier parce que, pour vous dire la vérité, on a eu un petit problème technique lors de l'enregistrement de cet atelier durant la baracatique, mais il a bien voulu accepter de le représenter. Non, 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 j'ai été obligé. Ah, c'est vrai. Je l'ai payé, vous ne vous rendez pas compte du nombre de bouteilles de vin rouge que je dois apporter la prochaine fois. Normalement, je devrais apporter des bières, moi. Euh, Et, voilà, je serai le seul intervenant, donc je me permettrai de temps en temps de t'interrompre si je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent qui mériterait une petite question, si ça ne te dérange ouais, pas. Mais ça sinon, je te marche. laisse dérouler, Bah, s'il tu te vas en plaît. profiter, hein, c'est un cours particulier, quoi, en gros, qu'on va Écoute, refaire. Voilà, je suis tout oui. À ça toi, le marche. micro. Allez, vas-y. Alors, l'idée de cet atelier, c'était de vous présenter, de vous acculturer aux IA génératives, hein, parce qu'il y a tout un tas de vocabulaire, tout un nouveau contexte informatique qui arrive, des nouvelles notions, des nouveaux outils, des nouvelles choses qui arrivent. Et donc, c'est pas facile quand on veut se lancer là-dedans de tout comprendre, comment ça marche, pourquoi ça, telle restriction, pourquoi ça ceci, pourquoi ça cela. Donc, c'est donner des clés de compréhension pour vous et pour vos élèves. Hein, l'idée de cet atelier, parce que ce que je vais vous donner là, il y a des sites où vous allez pouvoir mettre les mains dans le cambouis, vous allez pouvoir faire des choses, mais du coup, vous verrez, vous pourrez aussi les faire avec vos élèves. Alors, je vais commencer par tout un tas de petites ressources assez sympas qui peuvent vous utiliser. Alors, celle-là, elle est vachement bien. Moi, je l'adore. Alors, ça apparaît, c'est une grosse matrice. C'est un site web qui a été fait par une dame qui s'appelle Kate Crawford. Elle a écrit ce bouquin-là. Euh, Plein d'autres bouquins, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, sur la petite caméra, le contre-atlas de l'intelligence artificielle où elle parle de l'évolution des technologies et pour appuyer son discours sur les IA, pourquoi on a les IA aujourd'hui, pourquoi on a ce type d'IA aujourd'hui, et comment on est arrivé à ce type d'IA aujourd'hui, comment on est arrivé à cette évolution-là. Elle a construit ce site web. Alors attendez, il faut que je le mette ici. Voilà, ce sera mieux ici. Et c'est une grande matrice comme ça dans laquelle, hop, donc je vais me donner le lien. Vous voyez, je peux me balader. Donc ça part de 1500, donc c'est la Renaissance jusqu'à nos jours, et vous avez tout un tas de technologies qui sont, on voit les évolutions. Donc ça peut être des technologies sur le matériel informatique, sur l'algorithmie. Les évolutions de l'algorithmie, les prémices de l'algorithmie, ça date même avant 1500. Hein. Avant la Renaissance, déjà les mathématiciens arabes, ils avaient déjà donc le mot d'ailleurs algorithmie, ça vient de alors moi je suis pas très bon en arabe, hein. Ça vient de ce mot-là en arabe. Déjà il y avait des modélisations, il y avait des évolutions des parcours, on va dire, dans les mathématiques de raisonnement, des choses comme ça. Et donc on voit ces évolutions-là technologiques et on a ça dans tous les domaines. Et aujourd'hui on arrive, alors je crois on a même, si ma mémoire est bonne, à chaque démo, voilà, c'est là. Pourtant, c'est pas si difficile. On a ces évolutions dans l'éducation, dans le monde de l'éducation, d'où on part, les modèles éducatifs qu'on avait il y a Moyen Âge, à la Renaissance jusqu'à nos jours. Alors pourquoi la Renaissance, hein, c'est l'invention de l'imprimerie. Voilà, c'est quand même un indicateur fort. Et puis un peu de prospective. Aujourd'hui, on en est à tel niveau et vers quoi on va aller, vers les ITS, Intelligent Tutoring System, les LMS un peu plus évolués que les pauvres Moodle qu'on se tape paluche en ce moment, l'automatic Pouring System, enfin des choses qui vont nous arriver. Et donc tout ça, c'est le fruit d'une évolution technologique. On est dans un écosystème qui bouge énormément. Donc j'enlève mon petit truc. L'idée, c'est les IA arrivent aujourd'hui parce que c'est l'aboutissement d'une évolution. Et c'est ça, cette évolution, c'est deux, trois clés de compréhension. Voilà, j'y suis retrouvé. Par rapport aux IA, parce que les IA, je parle des IA génératives. Hein. Les IA, ça fait depuis les années 50 qu'on nous en parle, qu'il y a des algos qui se développent. Mais par rapport aux IA génératives, la première étape un peu clé, c'était l'invention des réseaux de neurones dans les années 90. Mais celle qui a vraiment conduit à les IA génératives telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est ce texte-là, Word2Vec. Comment on peut vectorialiser des textes. Donc, vous voyez, c'est simple, hein, vous appliquez les équations qui sont expliquées là. Donc, vous pouvez vectorialiser des textes et ça change. On a ces bases vectorielles où les mots sont stockés par rapport à un contexte, par rapport à un sens,
et elles ne sont plus stockées par rapport comme des fichiers Excel qu'on avait avec les phrases complètes ou les choses comme ça. Et donc, on a sémantisé, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, mais ils sont stockés avec un sens et un contexte. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc ça date de 2013. L'article, c'est Word2Vec, transformer des mots en vecteurs. Et pourquoi on les transforme en vecteurs? On vectorialise les mots parce que on peut leur donner des équations et faire des équations homme plus femme égale ceci, des choses comme ça. On peut avec des équations vectorielles faire des équations sur les mots. C'est quoi le féminin de ceci, c'est quoi le féminin masculin de cela, etc., etc. Et donc ça permet tout un tas de choses. Donc ça c'était une étape assez importante. Donc vous voyez c'est assez récent. Hein. On est en 2025 aujourd'hui. Donc ça fait 12 ans que ces bases de données vectorielles, le principe a été posé et a été rédigé. L'autre étape importante, c'est dans ces bases de données vectorielles, on a mis un truc qui s'appelle les transformers. Alors un truc, c'est quoi? C'est un algorithme. Et c'est cet algorithme-là, cette méthode-là, qui permet de vraiment rendre les IA, de produire du contenu. À partir d'une question que vous leur posez, c'est on va interroger une base vectorielle où qu'on aura entraîné, on aura mis plein de choses, et c'est transformers qui vont générer une réponse. Et pour la petite histoire, c'est assez amusant parce que ce modèle de transformer a été présenté décembre 2017, donc il y a 7 ans, quasiment jour pour jour, à un congrès. Et les gens qui ont bossé là-dessus, c'était des gens de chez Google et qui n'ont pas du tout fait ça pour l'intelligence artificielle, pas du tout fait ça pour les modèles de langage, les grands modèles de langage. Au départ, la problématique, c'était la traduction. C'était pour améliorer la performance des outils de traduction chez Google. Hein, vous avez tous utilisé Google Trad, des choses comme ça, la page traduction sur Google Chrome, etc., etc. C'était pas assez rapide, c'était pas assez contextualisé, c'était pas assez pertinent, donc ils avaient identifié un certain nombre de défauts. Et il y a des chercheurs en linguistique qui avaient travaillé sur de la modélisation en disant le principe, c'est le principe de l'attention. C'est marrant hein, parce que ça revient aussi en pédagogie. C'est développer un algorithme qui va pas se concentrer sur traduire un mot, mais tenir compte du contexte du mot, du sens du mot et de la phrase. Donc, vous voyez, on va pas se focaliser sur un mot et pouvoir traiter rapidement un sens dans un contexte. Ça va vous donner des choses, ça donne des tuyaux de pourquoi et comment fonctionnent les IA aujourd'hui. Donc ça a été fait par les gens de chez Google, présenté donc en 2017, à une conférence en 2017. Et pour la petite histoire, c'est pas Google qui va avoir l'idée d'utiliser ça dans mes fameuses bases vectorielles. C'est les gens de chez OpenAI. Et donc, les premiers modèles, donc ChatGPT 2, qui est sorti en 2021, il me semble, ça part de là. Donc, 4 ans après ce truc-là. Voyez? Mais ça leur avait permis de faire cet algo. Ils avaient fait des essais de traduction sur des textes, des gros volumes, des itérations, des choses comme ça, et améliorer déjà cet algorithme-là qui permet de faire de liens entre des mots, un contexte et sortir des informations. Donc ça, c'est les transformers. Et vous voyez, il y a un T au début de transformer, et c'est le fameux T de ChatGPT. Voilà, ça vient de là. Donc c'est cette évolution-là. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour vous expliquer les évolutions technologiques dans lesquelles on baigne, parce qu'on est l'IA générative. Ben, c'est ces briques que quelqu'un a réussi à assembler, et puis ça donnait cette idée-là. Alors, je vous ai parlé aussi tout à l'heure, il y avait des choses qui existaient avant les Word2Text, les Word2Vec, vecteurs, les réseaux de neurones. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui existent depuis les années 90. Hein. C'est un Français, Yann LeCun, hein, qui a fait ça, qui avait posé le concept et puis mis en œuvre ces outils-là, les réseaux de neurones, qu'on peut entraîner pour identifier les chèques bancaires. À l'époque, dans les années 90, c'était ça. Donc là, on a un petit TP que vous pouvez faire. Hein, je donne l'adresse, vous pouvez la récupérer sur mon PowerPoint, sur ma présentation. Et on va faire des entraînements un peu basiques. Je vais entraîner mon réseau de neurones, qui est ici, avec la matrice qui est là. Donc, je vais dessiner un 0. Hop, purée, comme je dessine bien. Bon. Ah, là, je refais. Hop, voilà, je dis là. Et là, je lui dis, vous savez, il sait pas si c'est un 0 ou un 1. D'ailleurs, il dit c'est plutôt un 1, on ne sait pas pourquoi. Je dis non, ça c'est un 0. Hop, et voyez, c'est un 0 à 88%. Pourquoi avec 88%? Je ne sais pas. Mais il va identifier
les éléments qui lui permettent de dire ça c'est un 0. Donc je lui dis c'est un 0, hop, maintenant je lui dis ça c'est un 1, je lui dis ça c'est un 1, 71%, ok, donc je fais mon entraînement de mon modèle. Alors mon modèle, c'est le fait que j'ai un, et là déjà, je fais un 0, il me dit ça à 76% au bout de 2 fois. Donc je valide les lignes, vous voyez, quand je valide les lignes de force, on va appeler ça les lignes d'identification à change, 96%. Allez, je fais un dernier, quatrième petit entraînement. Je dessine super mal. Ça, c'est un 1. Ah merde, j'ai pas regardé. 97% effacé. Allez, je triche pas. Et donc là, il me dit c'est 1 à 71%. Donc vous voyez, au bout de, ah bah voilà, c'est 4 tests. J'arrive déjà à identifier avec un bon niveau de certitude des informations. Bon, là, c'est 0 et 1. Si vous voulez vous amuser avec ces outils-là, on peut avoir un réseau de neurones qu'on peut entraîner entre 0 et 9 avec tous les chiffres. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le charger. Et puis, vous avez la même application. Vous voyez, mon réseau de neurones, il est un peu plus conséquent. On peut dire, bah, il a déjà été entraîné avec 100 images, il est déjà entraîné avec 1000 images. Et donc, je fais un 1, hop. Et là, il me dit que c'est un 1 à 12%. Ouais, d'accord. Bref. Mais Christophe, l'idée, c'est... Ouais, dis-moi, c'est un peu comme ça qu'on va configurer les écritures manuscrites aussi, la reconnaissance d'écriture derrière. C'est comme ça que ça fonctionne exactement, ouais. maintenant. Ouais, D'accord. ouais, ouais. C'est Et le ce fait. principe de réseau de neurones, ce principe d'entraînement, c'est très important. Alors, j'ai enlevé ça parce que ça mouline. C'est très important aussi dans la modélisation, l'entraînement des modèles de langage que l'on utilise dans les IA génératives. C'est, D'accord. je caricature, c'est vachement résumé parce que c'est vraiment simplifié. Mais là, moi, j'ai fait avec un 0 et un. Dans 15 jours, début janvier 2025, va commencer la phase d'entraînement de ChatGPT 5. Et ben, c'est cette manip-là qui va être faite, sauf qu'au lieu de s'entraîner sur des 0 et des 1, on pense qu'ils vont s'entraîner sur tous les contenus Internet disponibles en ligne. 130 zeta-octets. Oui. Internet aujourd'hui, ça peut entre 130 et 150 zeta-octets, hein, c'est des milliards de téraoctets. Et ben, ces 130 zeta-octets, on pense qu'ils vont servir, tout ce qui est public, tout ce qui est en ligne va servir d'entraînement pour ChatGPT 5. On pense même qu'il n'y a pas assez d'informations sur Internet pour vraiment l'entraîner. Et c'est, j'irai voir aussi là-dedans, on parle d'Ia Potemkin ou de Kate Crawford parle aussi de néocolonialisme, parce que derrière, il y a les petites mains. Hein. Vous regardez en ce moment sur, j'ai fait un meeting avec avec les collègues des universités françaises sur l'intelligence artificielle, on a fait une remarque là, cette semaine qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi en ce moment pour le soir travailler de chez vous pour entraîner des IA. Donc si vous cherchez sur LinkedIn en ce moment, si vous avez 2 heures de dispo, c'est vous qui allez faire la petite main, les fameux 0 et 1 que je viens de faire pour entraîner les IA, pour valider les textes, les fameux Kamchaka ou je sais pas quoi qu'on faisait, c'était aussi d'entraînement pour les IA, pour identifier ça servait à entraîner les IA. Donc on est cette phase d'entraînement qui va commencer. Je vais faire une petite parenthèse aussi économique, parce que c'est quand même des petites informations intéressantes. L'entraînement de ChatGPT 3, c'était 78 millions de dollars. L'entraînement de Gemini l'année dernière, le Gemini 1.5, c'était 198 millions de dollars. Donc déjà, on avait l'entraînement de ChatGPT 5, 2,5 milliards de dollars. Donc tu vois, en quelques années, en 3-4 ans, là, le volume, la Explosion. technologie qui est derrière. Voilà, Ouais. c'est hallucinant. C'est pas économiquement, c'est pas rentable, c'est n'importe quoi. Mais bon, on est dans ce délire-là, donc allons-y. On investit pour l'avenir, on fait des modèles, on verra si c'est rentable ou pas. Mais économiquement, ChatGPT, j'ai fait un article il y a pas très longtemps sur j'aimerais pas être l'agent comptable de ChatGPT, même si c'est très bien payé. Le gars, il doit avoir des cheveux blancs encore plus que moi. Et sans Donc, compter, en plus, sans compter la pollution numérique derrière, j'imagine. Parce ouais, et que, puis là, on va faire tourner le ChatGPT 5, c'est sur 50 000 GPU Nvidia, donc qui est prévu. Là, il y a une bataille en ce moment d'achat je crois, à peu près, Nvidia produit 200 000 puces par an, et donc ChatGPT, OpenAI, pardon, en a réquisitionné 50 000 pour faire ces modèles, plus ceux qui doivent consommer pour l'exploitation, mais ça, c'est plutôt chez Microsoft. Mais ouais, bref. ouais. On est sur un gros délire.
énergétique, économique. On est dans cette phase-là aujourd'hui, ça évolue beaucoup, on va en reparler des évolutions, ça change beaucoup, rien n'est encore fixé d'un point de vue techno, etc., etc. On est dans les prémices de quelque chose qui est en train d'arriver, mais ce qui est intéressant, c'est que on répète des choses qu'on a déjà vécues avec l'arrivée du numérique, avec le web. Moi, j'ai commencé le web dans les années 94, le siècle dernier, 1994. C'était n'importe quoi aussi. Les gens investissaient, ont mis beaucoup d'argent et c'est juin 2000, je crois, il y a eu un krach boursier, etc., etc. Là, ça ne devrait pas tarder aussi à arriver autour de l'IA. Il y a des surinvestissements par rapport au modèle économique qui n'est pas là. Et bon, on est dans cette phase d'euphorie. Allons-y, c'est la fête, ça va pas durer, on en profite. Autre outil aussi intéressant, je continue ma présentation parce que sinon je vais faire comme l'autre fois, je vais pas finir à l'heure. Cet outil, il est vachement bien. Ça, c'est un outil, c'est quelqu'un qui s'est amusé, j'ai oublié le nom, qui s'est amusé, hop, je vais vous le dire. Tu le vois à l'écran, voilà, Ah, je qui a vois. simulé tout ce qui se passe dans une IA générative. Toutes les étapes qui se passent dans une IA générative. Entre le moment où on rentre du texte, donc ici, tu vas rentrer ton prompt, donc l'input qui est là, et ce texte va être transformé en token. Alors, là, dans la modélisation, il a pris ABC comme texte pour simplifier le process, pour expliquer comment ça fonctionne, un peu comme mon 0 et mon 1. Et il va aussi simplifier les tokens parce que c'est ABC aussi. Hein. Donc, mais en gros, c'est quoi un token? Chaque modèle de langage, alors un tokeniseur, OpenAI par exemple. Ouais, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est déjà voilà. Le tokeniseur ChatGPT 3, vous pouvez, hop, voir que avant d'envoyer un texte, donc là je suis sur le token, avant d'envoyer, on va envoyer un texte, pop, 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 il va me découper mon texte en token. Et le token n'a rien à voir avec les syllabes. Ça n'a pas une structure linguistique, c'est une structure statistique. Je vais y arriver. Je vais dire statistique. Et ça, c'est hyper important. Hein. On est dans un processus statistique. Et donc, on voit là le token. Donc là, je sais pas du tout sur les syllabes, parce que les syllabes, il y aurait celle-là, il y aura le yé, enfin, bon, bref. Là, il y en aurait eu deux, etc., etc. Et chaque modèle de langage... Ah merde, j'aurais dû garder mon texte. Envoyer chaque modèle de le texte. Voilà, si je fais GPT-3, là j'ai 5 tokens, GPT-4 j'en avais 5, et là j'en avais 4. Voilà. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Donc si je prends Gemini, j'ai un autre tokeniseur, etc., etc. Mais l'idée c'est de créer des tokens qui ne sont pas des syllabes. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et ces tokens seront envoyés dans ma base vectorielle. Donc là, ce processus-là, hop, je peux le visualiser. Je clique ici, je peux visualiser, hop, donc il fait un petit token. Et puis c'est un terme aussi à apprendre parce que si vous abonnez à des IA génératives, on paye enfin, en gros volume, hein, on paye en token en milliers de tokens, en centaines de milliers ou en millions de tokens certains abonnements. Donc ça vous donne des volumes. Donc je vais tokeniser mon prompt. Mon token va être emballé dans ma base vectorielle. Et on va voir ce qui va se passer. Et là, les fameuses équations que je vous ai montrées, elles se mettent en œuvre. Donc sur la phase embedding. Donc là, je fais le premier type de transformer et donc ça va me générer. Et ce qui est important, c'est qu'on visualise le process qui se passe dans un modèle de langage. Hein, là, la matrice, c'est le modèle de langage, et il va me calculer, les transformers se mettent en place, va me calculer la réponse, et va me produire la réponse. Hop, faut que j'appuie là. Et donc à chaque fois, j'ai toutes les étapes ici qui sont représentées, tout ce qui se passe dans un modèle de langage. Alors ce qui est amusant, donc là j'étais sur mon nano GPT. Donc pour vous donner une idée de la dimension de GPT-3 avec les matrices, les transformers, etc., etc., on va sur une autre dimension. Voilà, on ne sait pas modéliser le 4O et le 5 qui va arriver. Mais l'idée, c'est ça. Ça donne une image de ce qui se passe dans les grands modèles de langage à partir du moment où je fais un prompt tokenisé, embedding, les transformers et la génération de la réponse. Et donc, ces étapes-là sont des étapes mathématiques. Ces étapes-là sont des étapes statistiques. Et donc, ça explique certaines informations que l'on voit, certains biais de
de ces outils-là. Donc, si on se fait un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir sur les IA génératives, entre la requête, donc le prompting, la commande, je sais pas comment, le texte qu'on envoie dans le bazar, vous appelez ça comme vous voulez, la segmentation, la tokenisation, le plan, l'embedding, donc ça c'est le word-to-vec, la mise en la contextualisation dans le réseau de neurones, là j'ai la transformation, la génération des vecteurs les plus probables, donc les transformers, ils sont ici, la génération de la réponse, ça donne des réponses en token, on détokenise, il faut le dire, hein, le texte pour pouvoir le lire, et vous avez une réponse en langage naturel. Tout ça, c'est moins de 0,3 millisecondes. C'est un délire quand même. Tu vois, toutes les opérations qu'on vient de voir, c'est ultra rapide, ça demande énormément de calcul, et ça va hyper vite. D'autant plus que maintenant, souvent, on est en synthèse vocale. Donc, on donne du texte, on parle aux IA, elle traduit en texte et elle ressort ici. Et tout ça, ça prend moins d'une seconde. Hein. Avec des avatars 3D, on a fait des tests il y a 15 jours, assez sympa. T'es dans un monde 3D, tu parles à un avatar. En fait, derrière, c'est une IA. Hop, synthèse vocale, tokenisation, embedding, etc., etc., et ça vous fait une réponse. Donc, on est sur des choses qui sont ultra consommatrices en énergie, en calcul, mais qui vous donnent une idée un peu de la puissance de ces outils-là. Alors, autre source, mais là, on est en ligne, on va pas pouvoir jouer. Vous pouvez télécharger, il y a un jeu sympa où on peut faire des cartes avec des élèves ou avec des collègues pour faire découvrir les IA, des choses comme ça. Donc, avec des jeux de cartes autour des IA, ça s'appelle Aïe 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 Aïe. Pas mal de mots. Donc, vous pouvez les télécharger, c'est tout en PDF, vous pouvez les imprimer et faire des trucs sympas. Alors là, on vient de voir toute cette séquence autour des modèles de langage, autour des IA génératives, autour du prompting, qu'est-ce qui se passe derrière, un peu la mécanique, donc autour de cette génération de texte, de contenu, hein, parce que pour les images, c'est à peu près le même principe, même si j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait, mais il paraît que c'est le même principe. Il s'est développé ce qu'on appelle l'ingénierie de prompt, comment élaborer des bons prompts pour trouver les bons contextes, pour que ce soit pertinent, faire les formatages des textes, etc., etc. Donc il y a des choses aussi intéressantes autour de ça. Donc l'ingénierie de prompting. Mais on s'est vite rendu compte que les IA étaient limitées sur les textes sur lesquels ils sont entraînés. Ils s'entraînent sur des textes qui sont sur Internet, bientôt sur tout Internet, ce qui commence à faire pas mal. Mais par exemple, elles se sont pas entraînées forcément sur vos cours, elles se sont pas entraînées sur vos contenus, elles se sont pas entraînées sur le programme de quatrième de la classe de SPA ou en Belgique. Enfin, bref. Et là, l'idée, c'est que les technologies ont apparu fin 2023, même un peu plus, oui, non, enfin, c'est ça, fin 2023, ce qu'on appelle du RAG, la génération augmentée de récupération. C'est une technologie qui permet de déposer avec votre prompt, d'accompagner votre prompt de documents qui vous sont propres. Alors, au départ, c'était des PDF. Maintenant, on peut mettre des fichiers Excel, des Word, des trucs comme ça. Enfin, tout fichier texte. Maintenant, on peut mettre des sons, on peut mettre des images. On est capable de lire ça. Mais l'idée, c'est ça. Je peux augmenter l'information que je vais adjoindre à mon prompt avec des fichiers. Alors, soit ils sont prédéposés dans le serveur et après votre prompt, on va analyser, voir et prendre des bouts de ce qui se passe dans le fichier pour générer des réponses. Et donc, ça, c'est du RAG. Et concrètement, ça correspond à quoi? Ce petit truc-là, hop, 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 Est-ce hop, qu'on hop, peut hop, dire quand que je suis c'est dans... du côté chatbot, là où tu nourris toi-même le chat pour avoir ton retour? Ouais, depuis quelques temps, alors sur ChatGPT, ça fait plus de 6 mois, mais tu peux Mhm. ici, tu vois, rajouter un document euh, qui, qui est sur ton ordinateur. Donc là, je le mets dans une conversation et il restera lié à cette conversation-là. Donc chaque fois que je reviendrai dans cette conversation-là, je pourrais discuter avec mon PowerPoint, par exemple, ou avec un PDF. D'accord? C'est Donc ça, ça, j'ai c'est des nouveau. collègues en sciences qui ont mis leur cours théorique et qui proposent Ouais. ce chatbot-là aux élèves. Comme ça, ils ne restent que sur le cours pour aller chercher l'information dans quelle page du document. C'est du RAG alors, ça. Voilà, le principe technique, c'est du RAG. Alors, D'accord. ça c'est ChatGPT, puis alors, tu as le top du RAG gratuit hein, pour l'instant, parce qu'après il y a des RAG payants. C'est celui-là, c'est Ouais. Notebook LM. Donc là, on passe un cran au-dessus encore, parce que tu peux faire plusieurs. Alors attends, j'ai bien cliqué au bon endroit. Ah, où c'est là? Bon, je sais jamais quand on rentre dans ce bazar. D'habitude, on rentre, voilà. Toi, je me suis fait plein de trucs comme ça. Hop.
Donc, je mets des sources. Je peux mettre plusieurs documents. Alors là, tu peux en mettre plusieurs documents et discuter avec à partir de ces documents-là. Ils te proposent des résumés. Tu peux faire des enregistrements, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des quiz. Là, c'est des documents de synthèse à partir de choses comme ça. On Voilà. avait un atelier React sur Notebook LM cette fois-ci à la Ouais, Polytechnique. Donc c'était assez ouais. cool aussi. Voilà, donc c'est un super outil, ça permet de faire pas mal de choses. Effectivement, tu rentres en interaction avec du contenu, donc soit pour se poser des questions, ou même les élèves ils récupèrent le PDF du prof, quel risque, quel va être le sujet d'examen qui va arriver, et puis s'entraîner sur ces examens, ou s'entraîner, il y a des usages comme ça auprès Ah, bien des sûr, étudiants, voilà. c'est logique. Donc ça c'est du RAG, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau, enfin assez nouveau, ça fait 1 an maintenant. Au départ, le RAG était uniquement fait sur des documents texte. Maintenant, on peut mettre à peu près tout. Et nouveauté depuis avant les vacances, donc depuis juin 2024, on peut raguer à l'extérieur de ton serveur, si j'ose dire. C'est-à-dire que tu peux aller chercher ton RAG, tu peux inclure des requêtes SQL qui vont chercher dans ta propre base de données à toi. Par exemple, à l'université, on a une base de connaissances pour faire les tickets de support. Quand on fait une requête sur notre chatbot, on va aller chercher les informations dans une base de données. Et donc, on n'a pas extrait les informations de notre base de données pour en faire des fichiers PDF. On va interroger directement et la requête va ensuite alimenter le prompt envoyé par la personne qui pose la question. Voilà. Donc ça, c'est une façon de travailler. Donc il y a le RAG URL aussi. Donc je parlais du RAG SQL, on peut y chercher sur une base de données, des RAG fichiers sur des données privées chez vous, et le RAG URL, c'est-à-dire que comme j'ai expliqué qu'on entraînait les modèles de langage sur des données, les données elles sont figées à un moment donné. ChatGPT 5, les données, ça sera janvier 2025. D'accord? Quand on va poser une question en février 2025, je dis n'importe quoi, quel est le cours de la bourse de telle valeur aujourd'hui? Normalement, une IA n'est pas capable de répondre parce qu'elle n'a pas été entraînée avec le cours de la bourse d'aujourd'hui, elle a été entraînée avec le cours de la bourse du mois précédent. Alors, pour pallier ça, ils ont fait ce système de RAG URL. Ils vont aller chercher les informations avant de l'envoyer dans l'embedding, dans la phase d'embedding. Ils vont chercher l'information et ils en tiendront compte pour la réponse. Donc là, avec ces dispositifs-là, on a la possibilité, c'est une espèce de rustine, ça ne sera pas traité par le modèle de langage, mais en amont ou en aval, ça dépend des technos, on ira chercher l'information pour la mettre dans la réponse qui sera générée par le modèle de langage. Donc ça, c'est une façon de faire, de contextualiser les informations, d'aller chercher des informations qui vous sont propres. Et donc, on a la possibilité, moi j'en ai un sur mon ordinateur, d'avoir un propre serveur RAG, un propre serveur, alors ça s'appelle un serveur d'inférence. Vous montez votre serveur, qui peut servir un chatbot. Vous allez chercher les modèles de langage qui ont été entraînés à droite à gauche. Donc, il y a des serveurs qui sont des modèles de langage qui sont open source. Ça coûte des milliards, mais on vous les donne. Donc, où ça coûte des millions, on vous les donne. Qui c'est qui fait ça? Ben, Gemini, peut-être non pas Gemini, Llama. Les modèles de langage Llama, c'est Meta, Facebook. Donc on peut récupérer des modèles de langage. Donc il y a plusieurs éditeurs de open source de modèles de langage. On monte ça sur un serveur d'inférence. Donc on peut m'en servir comme vous faites avec ChatGPT, mais en ligne. Là vous le faites en local. Donc soit sur un gros serveur que vous avez monté, ou soit sur votre ordinateur. Après, les performances sont pas les mêmes. Hein. Si je monte sur mon ordinateur un Llama à 70 milliards de paramètres, par exemple, je vais tourner à 0,01 token seconde. Donc, je pose une question, j'ai la réponse demain, mais ça marche. J'exagère en disant demain, mais c'est hyper lent, hein, c'est pas très rapide. Donc, on a ces possibilités de monter des serveurs d'inférence en local dans une institution, et donc du coup, le gros intérêt, même si ça s'est entraîné sur des données publiques, le traitement de tout ce que vous allez faire, le RAG, etc., ça reste en local. Ça va pas se balader chez OpenAI, chez Microsoft, chez je sais pas qui d'ailleurs. Les informations restent contextualisées. Donc, on voit de plus en plus de serveurs d'inférence se mettre en place dans nos institutions éducatives pour protéger les data, pour protéger les données, pour respecter le RGPD, pour etc., etc., l'IA Act. Donc, il y a tout un tas de contraintes juridiques qui sont en train d'arriver par rapport à ça. Donc, on a la possibilité technique
de mettre en place des serveurs chez nous. Ou alors juste pour rigoler, ou même commencer à avoir des choses en production. Donc ça, c'est une première chose. Donc je vous ai dit, on récupérait des modèles de langage. Il y a une autre façon aussi d'affiner tout ça, c'est d'entraîner un modèle de langage qu'on a récupéré. Vous savez, l'opération avec le 0 et 1, ben, refaire cette opération-là avec vos propres documents. Et donc, de réentraîner un modèle qui existe. Donc, il y a ce qu'on appelle des espèces de dispositifs de workflow, d'entraînement, de fine-tuning, ça s'appelle. Le terme exact, c'est de fine-tuning, de réglage fin, pour réentraîner un modèle qui existe, pour l'adapter avec vos données à vous, avec votre contexte à vous, avec votre langue, etc., etc. Donc ça, c'est un peu plus pointu. Un RAG, c'est assez facile à mettre en œuvre. Un fine-tuning, là déjà, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre, c'est un peu plus long à préparer, ça demande beaucoup plus de ressources. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont lancés sur le RAG. 90% des gens que je connais dans ce monde-là sont plutôt sur le RAG et très très peu sur le fine-tuning, mais ça existe, donc voilà. Dans l'enseignement, Donc on est ça, plus c'est sur le les... RAG, c'est ça? Ouais, l'enseignement, dans les usages de tous les jours, on est sur le RAG. C'est ça. Et par rapport à tout ça, il y a un concept qui est important à se garder en tête. Vous avez vu, on a mis des informations pour ressortir des informations. Il y a un vieux concept d'informatique, c'est le gigot garbage in, garbage out. Si on met n'importe quoi en entrée dans un dispositif informatique, on aura n'importe quoi à la sortie. Bah, c'est exactement ça. Moi, je l'ai francisé un petit peu, j'ai appelé le dispositif Pipo. Si on met une poubelle, enfin, c'est presque du français et de l'anglais. Si on met n'importe quoi en entrée, on aura n'importe quoi en sortie. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce concept-là, il est intéressant à double titre pour vous personnellement. Donc, d'améliorer la façon dont on questionne, d'améliorer la façon dont on interroge les IA, dont travaille son prompt, réfléchir à ce qu'on va demander. Mais ça montre aussi qu'il faut acculturer nos élèves à ça, acculturer les étudiants à ça. Si on pose une question bête, on aura une réponse bête. Et donc, c'est là où on se rend compte des limites du système. C'est pas un cerveau à votre place, c'est un cerveau qui sera à votre niveau là. Et donc, si on demande des choses un peu à côté de la plaque, ça répondra un peu à côté de la plaque. Si la commande n'est pas complète, on aura une réponse pas complète. Si on demande une mauvaise information, on aura une mauvaise réponse. Et donc, C'est là que ce concept, c'est là que c'est important de travailler l'esprit critique aussi avec ses élèves en soi. exactement. Et Mm. de leur faire comprendre que c'est pas un outil qui va faire des choses à leur place. C'est un outil qui est là pour les aider. Et ça va, on a l'impression d'une facilité parce que si l'enseignant demande rédigez-moi une rédaction de 10 pages sur ce que vous avez fait ce week-end, tu poses ça à une IA, elle va te répondre sur 10 pages. Voilà, l'enseignant, lui, il travaille la compétence, l'imagination, la rédaction, le storytelling, etc. Ces compétences-là, c'est des compétences assez simples, pas assez, par rapport à avant, c'est pas si simple que ça, mais maintenant c'est assez simple, ça répondra simplement. Mais on va avec ces outils-là sur des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancées. Donc les informations en entrée dépendent la qualité de l'information en entrée dépendra de la qualité de l'information en sortie. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez personnalisé. Alors, les côtés obscurs j'enchaîne, hein, je continue. Les côtés obscurs des IA par rapport à ça, il y a tout un tas de choses qui ont été mis en évidence sur l'usage de ces IA. Alors, les hallucinations, ça répond un peu n'importe quoi. Les biais de représentativité au démarrage des IA étaient plutôt entraînés sur des textes anglo-saxons avec une majorité d'hommes, avec une majorité de blancs, etc., etc., des biais algorithmiques, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de biais dans tous les descriptifs, dans le processus que je vous ai montré qui viennent interférer dans les IA. Alors, il y a un outil qui est assez sympa. Pareil, je vous fais une petite démo que vous pouvez utiliser en ligne, déjà pour comprendre les principes de ces biais. C'est des collègues de la HEP, eh ben, je me rappelle Suisse. plus le nom. Suisse, en tout cas, je vois. Ouais. Ouais, des HEP, c'est des collègues suisses. HEP Lausanne, je crois. Ça va être peut-être Lausanne, d'accord. Et donc, je découvre. J'ai partagé le son. Il y a une petite musique. Je vais la couper là. Hop, voilà.
Donc j'ai plusieurs exercices comme ça. Le premier exercice, donc on me donne la définition, c'est quoi un pied. Et donc là, hop, on va me faire des petites statistiques. Donc je dois cliquer, de trouver s'il y a des nuages verts et des nuages indigo. Donc cliquer sur 8 sphères, j'en ai fait, hop, j'en ai fait, voilà. Il demande euh, encore. Hop, merci. Cliquez sur 8 sphères. 1, 2, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je n'ai même pas compté. Aujourd'hui, l'algorithme, c'est vous. Alors, d'après vos propres observations, il y a plus de nuages verts ou d'indigo? Eh ben, il y a beaucoup plus de nuages verts, d'après ce que je vois. En fait, dans la matrice, il y a autant de verts que d'indigo. Mais moi, comme j'ai fait un prélèvement, je vois plutôt les verts et pas les indigos. Voilà. Donc là, on m'explique des choses comme ça, ces biais-là. Hop, 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 cliquez sur 10 autres sphères, tac, 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 hop. Donc, tu as tout voilà, d'exercices. Il y a plutôt, j'ai l'impression qu'il y a plutôt d'indigo, etc. Ah ben, voilà, il y a, voilà. Et donc, tu as tout un tas de petits exercices comme ça. Hop, je peux passer au biais sociétal, hein, qui vont m'expliquer les différents types de biais, les différents types. Donc, je peux faire des petites activités en classe. Alors, bah, déjà, pour moi, pour comprendre comment ça fonctionne tout ça. Mais avec les élèves, pour leur faire prendre conscience de ça. D'accord? Donc ça, c'est des petits outils assez sympas à mettre en œuvre en classe, en TP, pour expliquer. Puis après, on peut aller sur les statistiques, des choses comme ça, des notions un peu plus complexes. Alors, c'est pas toujours facile avec si c'est dans des petites classes, mais à partir des 14-15 ans, on peut expliquer ça. Un autre test assez intéressant à faire avec les IA, c'est pour montrer que les IA ne savent pas tout faire et puis montrer les limitations des IA, pour montrer ce que c'est qu'un biais, une hallucination. Je vais vous faire un petit exemple. Si je fais un calcul, alors c'est 256 400 multiplié par 4 500 306 par exemple. Et je demande à une calculette, vous voyez, j'ai 1000 milliards, enfin trilliards de je sais pas quoi, donc 1, 5, 4, les premiers chiffres, 1, 6, 2, etc. Donc ça, une calculette, elle sait faire. Elle sait calculer. Je demande la même chose à une IA. L'IA, elle n'a pas appris par cœur, elle ne sait pas calculer. Hein, on a vu dans les processus, c'est un processus d'itération statistique. Il va dire la probabilité d'avoir tel token derrière tel autre token. Donc là, elle s'est entraînée sur quelques chiffres, mais d'un point de vue de lecture. Là, sur les termes de multiplication, je sais pas, jusqu'à 100 par 100, j'ai dit n'importe quoi, elle se sont entraînées. Donc si à peu près 250 par 45, ça va faire à peu près ça. Mais après, elle sait pas faire. Donc là, vous voyez, les premiers chiffres sont bons, les trois premiers chiffres sont bons, puis après, c'est n'importe quoi. Donc typiquement, elle sait pas répondre, mais elle met n'importe quoi. Donc ça, c'était avec un modèle Lama 3,8 milliards de paramètres. Donc ça, c'est sur mon serveur de RAG que j'ai fait ces tests-là. Je me suis amusé à faire ça. Je change de modèle de langage, j'ai une autre réponse. Je change de modèle de langage, j'ai une autre réponse. Et qui est pas encore bonne, qui est encore moins bonne. Même chose avec Mistral, la dernière version de Mistral. Donc, fais-moi le calcul de ça. Et puis il me dit, bah voilà, la réponse est ça. Bah non, c'est pas la bonne réponse. Après, j'ai essayé avec Gemini. Alors, c'est pas la dernière version qui est sortie la semaine dernière, c'était la version 1.5. Là, c'est pareil, j'ai un peu plus de chiffres qui sont bons. Toi, je vais jusqu'ici. 9, et puis après, c'est n'importe quoi. La fin, et puis il en manque. Donc, voilà. Et puis, alors, j'ai essayé l'aide d'un calcul informatisé. Là, c'est n'importe quoi. Et une autre test que j'avais fait. Alors, ce jour-là, j'ai essayé Perplexity. J'ai mis, et puis ça boucle. J'ai eu la réponse. Par rapport à ça, il y a une évolution qui est en train de se faire chez les IA. Comme ils se connaissent leurs limitations, ils font appel à ce qu'on appelle des agents. C'est-à-dire que là, quand je vais envoyer mon prompt, donc là avec la version 4.0 de ChatGPT, mais je pense que ça va arriver d'ici un mois ou deux chez tout le monde. Ça, c'est depuis le mois de septembre, depuis chez ChatGPT 4.0. Il se rend compte qu'il y a un calcul, il se rend compte qu'il ne sait pas le faire. On lui a dit ça, tu le fais pas. Il va faire appel à un ami. En l'occurrence, un agent qui n'est pas le modèle de langage. Donc tout le processus que je vous ai montré, ça va pas passer dans la boucle, ça.
on va le chanter, on va aller chercher un agent, un peu comme pour le RAG, hein, on va chercher des informations, mais là, dans le RAG, on prend les informations, on les envoie dans le modèle de langage. Là, surtout pas. On va chanter le modèle de langage, on prend le prompt, on analyse le prompt, puis on dit ça, cette partie-là, ils vont la taguer, et en sortie, il y aura un bout de tag dans le prompt, dans la réponse, et la bonne réponse, l'agent va l'insérer. Ouais, on fait un bypass de tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent pour certaines choses qu'on va aller chercher en dehors du modèle de langage. D'accord? Un peu comme le RAG, mais c'est pas du RAG. Et donc là, l'agent intelligent va exactement faire le bon calcul. Vous voyez, je retrouve bien mes bons chiffres, le bon nombre de chiffres dans le bon ordre, etc. Parce que effectivement, le calcul va être fait non pas par le modèle de langage, mais il est fait là, en l'occurrence, c'est par Python, Monsieur Python, qui est le copain de ChatGPT, qui va aller faire le calcul. Donc c'est intéressant parce que alors, il y en a qui disent on met des rustines sur cette méthode-là, on bidouille avec ces modèles de langage, mais comme il y a des limitations, on peut les détourner ou anticiper, enfin pas tomber dans les pièges et prendre des choses en dehors de cette modélisation, en dehors de ce workflow, hein, pour ensuite avoir les bonnes réponses. Et donc, c'est pour ça que vous allez entendre de plus en plus ce terme-là. On fait appel des IA, on rentre ce qu'on appelle dans l'ère de l'IA agentique. On va aller chercher des agents qui vont faire des choses en dehors du modèle de langage. Et ensuite, la bonne réponse, elle est réinjectée dans le modèle de langage, dans la réponse qui est faite à la fin. D'accord? Le processus de rédaction il reste dans le modèle de langage, mais certains processus peuvent être bypassés. Donc, il y a des petits tags spécifiques qui viennent s'insérer dans le pré-prompt, enfin, bref, d'être bypassés pour pas être traités par le modèle de langage. Et la bonne réponse, elle sera fiable. Alors, tout le monde ne fait pas encore. Toutes les IA, hein, c'est ce que je vous ai montré. La démo, j'ai faite tout ça, ces calculs, je les ai faits il y a 15 jours. Mais on est sur cette évolution-là, ces choses qui vont très vite. Hein, les IA savent calculer jusqu'à 100 fois, soit 100 par 100, je sais pas, 1000 par 1000, je sais pas les tables de multiplication qu'elles ont apprises. Mais au-delà, c'est n'importe quoi. Ben aujourd'hui, elles savent qu'elles savent pas calculer. On sait, va faire appel à des outils à l'extérieur. Et donc, c'est cette évolution-là qu'on est en train de vivre, qui est pas super bien documentée. Donc, c'est un peu au doigt mouillé qu'on essaye de suivre ce qui se passe. Ils essayent pas trop de dire leur tambouille, le pourquoi, le comment ils font ça. Mais on n'a pas trop de vues sur qui va mettre ça en place chez Mistral ou quand, de roadmap, voilà. Mais c'est des choses, dans 6 mois, je pense que tout le monde aura ça. Donc voilà, on arrive dans cette évolution-là. C'est pas l'âge de la maturité parce qu'il y a encore plein de choses qui vont pas, mais c'est cette grosse tendance lourde qui est en train d'arriver. Donc compléter les déficiences des IA de ce modèle-là et vient le compléter avec des choses qui vont se passer ailleurs. Donc c'est des choses assez intéressantes. Autre grosse tendance qu'on peut faire avec ChatGPT, je me suis amusé, j'avais une formation de formateur à poser des questions avec mes formateurs dans une salle. J'avais posé des questions, je crois que j'ai gardé les post-it, là j'en ai mis que quelques-uns, mais en fait j'ai des gros paquets de post-it comme ça, d'habitude je regardais et puis je fais des statistiques avec. Là je prends une photo, donc je fais poser les post-it sur un tableau comme ça, je prends une photo de mon post-it, et puis je dis à ChatGPT, sur cette image, j'ai fait un petit 1, il y a plusieurs post-it contenant des réponses manuscrites. Regardez, quels sont les... Que pensez-vous de ça? La question c'est que pensez-vous de ChatGPT? Identifier les messages, les classer dans un tableau avec 3 colonnes. Donc les colonnes de tableau, les messages négatifs, messages neutres, messages positifs. Et donc ChatGPT lit mes post-it. Pourtant, je sais pas si on les voit à l'écran, c'est plutôt mal écrit. Il y avait de la mauvaise lumière et des choses comme ça. Et va me classer les réponses des personnes dans mon tableau. Donc c'est des trucs assez sympas à faire. Euh, et je lui demande à partir de ce tableau-là, donc je peux rentrer dans une discussion à partir de la première photo. Fais-moi une graphique de ceci, fais-moi un comparatif de cela, fais-moi etc. Fais des graphiques et choses ça. Après, il y a aussi des limitations. Je dis mais au final, tu m'as fait que 9 messages, il y en avait 10. Est-ce que tu peux me tenir les comptes des 10? Et là, elle fait il faut payer pour faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce processus-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans les modèles de langage, on n'est pas uniquement
dans la génération de texte. On peut faire des analyses, on peut demander des traitements de données, on peut filtrer des tableaux, on peut demander pas mal de choses aux IA. Et donc, c'est des outils qui peuvent aider à la structuration, on peut faire des TP, des choses comme ça, d'une pensée, d'une démarche, et on rentre vraiment dans une conversation pour avancer. Mais il y a là aussi pas mal de limitations, mais c'est des outils qui sont en train de se développer. La dernière version de Gemini 2, elle est encore un cran plus loin. Je sais pas si vous avez essayé. Il peut regarder ce que vous faites vous êtes en train de travailler sur un logiciel, une application, quelque chose comme ça. Il peut regarder ce qui se passe et clique ici, fais ceci, cela. Donc en temps réel, il analyse l'image. Donc cette euh, capacité d'analyser, c'est quelque chose qui est aussi en train d'arriver, qui peut être intéressant. Il va falloir regarder un peu vraiment comment ça se passe pour maîtriser ça, pour aller un cran plus loin dans nos classes. Après, Christophe, oui. tu sais que tu vas faire peur à une partie des participants là. Ça commence parfois à être un peu flippant vers où peut aller l'IA, on va dire. Bah, c'est pour ça il faut regarder ce qui est possible, comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça. Mhm. C'est pour ça qu'on met un peu on met les mains dans le cambouis pour aller voir ce qui se passe. Tu vois, les petites magouilles avec les agents et les trucs comme ça. Sur la partie analyse, bah, va falloir décortiquer, ça vient d'arriver, comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça, quels sont les biais, quelles sont les limitations, quels sont voilà, comprendre ce qui se passe derrière pour bien les utiliser. Ouais. Alors dans les mêmes petits trucs assez intéressants à mettre en œuvre, je m'étais amusé à faire dans la partie analyse de ce que proposent les IA. Euh, J'avais pris deux documents assez conséquents, hein, c'est plusieurs centaines de pages. Hein, c'est la politique de sécurité de notre université, avec la politique de sécurité, la gestion de la sécurité dans Office 365, compliance, comment ça s'appelle? C'est Microsoft qui nous avait fourni ce document-là. Puis moi, juridiquement, voilà, c'est pas mon truc. Et donc, je me suis amusé à comparer ces deux documents-là. Donc, pareil, j'ai fait une analyse sur mon serveur de RAG ou sur des serveurs des chatbots qui existent, qui sont disponibles. Donc, j'avais testé avec Gemini. Je dis, avec le prompt suivant, est-ce que la politique de sécurité de Microsoft suit les contraintes de sécurité de mon université? Donc, il y a des IA qui m'ont dit oui, en détaillant pourquoi oui. Il y en a d'autres qui m'ont dit bah pas trop parce que il y a ça c'est bon mais ça c'est pas bon. Il y a donc vous voyez, j'ai pas toujours la même réponse. Il y a un gars la MA 3 m'a carrément dit non, ça correspond pas parce qu'à tel point tel point tel point. Donc vous voyez, ça va pas tout résoudre et c'est là où c'est moins important, c'est parce que il y a des points qui ont un poids dans l'institution qui est fort et ça les IA le savent pas. Donc on a toujours notre rôle à nous, hein, comme en pédagogie, il y a des points là il y a une analyse du document, mais après il faut la contextualiser, il faut en tenir la personnaliser, c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on aura aussi, je pense encore pendant un bout de temps notre rôle. Ça donne une aide, ça donne des indications, ça donne des points qu'il faut regarder, ça donne des focus qu'il faut aller voir, mais ça pas une bonne réponse, ça donne pas la bonne réponse. C'est à vous d'aller la chercher, ça vous aide à trouver la bonne réponse. Et ce tableau, il est pas mal parce que moi je l'aime bien, c'est pour ça que je le ressors, c'est pas la vérité, Inia. Il y en a qui vont vous dire oui, il y en a peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tu as l'IA normande, chez nous les Normands, ils répondent jamais par oui ou par non, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc il y a des IA qui sont comme ça aussi. Et après, il y a des IA qui vont vous dire non. Mais en fait, la vraie analyse, ça va identifier des points d'accord et de désaccord. Et c'est à vous ensuite de dire, ça c'est important, ça c'est pas important, de faire c'est une catégorisation. Donc il y a encore du travail pour nous humains et heureusement, enfin j'espère, hein, pendant un bout de temps, pour apporter ça. Mais c'est vrai que sur des gros documents complexes comme ça aide vachement. Voilà. Mais ça va, c'est pas à eux de faire le tri. Enfin, ça fait le tri, mais c'est pas à eux de prendre la décision. C'est là où je voulais en venir. Euh, Encore un point un peu prospectif. Euh, on n'est pas dans le Far West. Aujourd'hui, je vous ai montré plein de choses qui évoluent. Il y a un cadre juridique qui est assez conséquent, qui est en train de se mettre en place. Même si les IA, je pense, l'évolution, elle a pris beaucoup d'avance, elle a encore un poil d'avance. Mais vous avez tous entendu parler, on a en Europe de l'IA Act,
qui dit voilà, et on va imposer des limitations sur les usages, sur les pratiques des IA. Et quand on regarde dans le détail, on a mis des barres, c'est des barres systématiques, juridiques, enfin c'est des barres juridiques qui s'appuient sur comment sont entraînés les modèles de langage. Aujourd'hui, la première barre, c'est ça, c'est-à-dire pour un modèle de langage, vous voyez, mes fameux 0 et 1, il y a eu un entraînement. Mes fameux 0 et 1, il y a eu un entraînement qui fait que on voit des choses et ça a un certain nombre d'opérations. Et les juristes on dit en Europe, à partir de 10-23 flops, on va mettre les modèles sont d'une telle puissance qu'il faut qu'on mette des limitations juridiques ou qu'on impose de la transparence en imposant sur quel texte vous êtes entraîné, sur quel document, quel algorithme, quel transformer vous utilisez, comment vous faites vos embeddings, les tokenizers. Enfin, il y a tout un tas de... vous avez vu tous les process qu'on a vus au démarrage. Et si votre IA, votre modèle de langage dépasse un 10 puissance 23 flop, le terme exact c'est les flops, vous avez des obligations juridiques à respecter. Aux États-Unis, il y a la même chose, hein, c'est pas non plus la fête du slip là-bas, c'est 10 puissance 26. Tous les langages qui sortent, là, ce tableau il était fait l'année dernière, donc aujourd'hui, tous les langages, j'ai pas encore le nombre de flops qu'il faut pour ChatGPT 5, mais ça va dépasser 10 puissance 27 flops. Donc, on aura des outils, des modèles plus forts. Là aussi, le Congrès américain met des contraintes juridiques de transparence. Tout ça pour éviter les biais, les choses comme ça. Enfin, pour anticiper les biais, pour anticiper les problématiques techniques sur les usages. Donc, il y a de plus en plus de contraintes, de cadres juridiques. J'avais publié il y a quelque temps, en début 2023, il y a début 2024, pardon, l'université de Stanford qui avait publié un tableau assez intéressant. Dans les années 2020, il y avait une centaine de textes de réglementation dans les pays de l'OCDE sur les IA. Fin 2023, il y en avait plus de 2000. Donc il y a une vraie prise de conscience du danger de ces outils-là. Et donc, juridique, le législateur a déjà sorti l'arsenal dans tous les sens. Après, c'est utilisé, c'est pas utilisé, on verra. Mais il y a quand même un cadre juridique qui est en train de structurer, de se mettre en place. Il y a des groupes alors un peu comme le W3C, il y a des gens qui réfléchissent sur des grands comités de sages de l'IA qui sont en train de se mettre en place, de normalisation, pour essayer de mettre des garde-fous à tout ce bazar qui sont en train de tomber dessus. Et à nous, quand je dis nous, enseignants, utilisateurs, aussi à être un peu conscient et raisonnable avec les usages de ces outils-là, en sachant que économiquement, on est sous un dumping, c'est-à-dire qu'on a accès à des choses qui coûtent, dans la réalité, aujourd'hui, un abonnement OpenAI ChatGPT, c'est $20 par mois, ça leur coûte $500. Donc, on nous donne accès à des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, attention au retour de bâton, si on s'habitue trop, le jour où ils vont monter les prix, puis on est trop dépendant, quida, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ça c'était la partie un peu pessimiste du truc, un peu, faut faire attention à ces parties-là. Je vous ai mis donc 2-3 petites choses pour compléter mon propos pour les lectures, pour les vacances. Ça tombe bien, vous partez en vacances, donc vous allez trouver tout ça chez Amazon. Je vous ai démontré celui-là, le contrat de classe d'intelligence artificielle. Il y a celui-là, c'est pas moi, c'est l'IA, qui est sympa. Parce que c'est fait plutôt pour les jeunes, mais j'ai appris plein de choses sur les IA, c'est quoi les réseaux de neurones, c'est quoi la confiance dans les IA, qu'est-ce qu'il y a, il y a tout un tas de sujets intéressants. Et pareil, il y a un collègue de Samuel de l'université de Lorraine qui a fait l'essentiel de l'intelligence artificielle avec des fiches aussi pour se rappeler de tout ça, de ces outils-là. Il y a la présentation de son bouquin qui est là. Voilà, des petites lectures pour mieux comprendre même tout ce que j'ai donné. Je donne quelques clés de compréhension. D'un point de vue pour les jeunes, c'est avec ce bouquin-là. D'un point de vue économique, philosophique, là, vous voyez, j'ai réfléchi plein de trucs à aller voir qui sont intéressants parce que l'IA, c'est des choses qu'on utilise de plus en plus, qui nous donnent des contraintes, et donc c'est quand même assez intéressant de s'informer, d'aller voir ce qu'il y a derrière.
avant de lâcher nos élèves dessus, puis déjà pour nous comprendre, s'acculturer avec tout ça. Voilà, c'était un peu l'objectif de cette petite heure. Toi, j'ai Ah, été concis, j'ai franchement, pas dépassé cette fois-ci. Voilà. bravo, franchement, bravo. Et oui, moi c'est pas moi, c'est l'IA, ça Ouais, je l'avais acheté. Et là, je regarde, ouais, c'est une dizaine d'euros en format poche, Kate Crawford. Donc, je ouais, pense que je vais forcer livreur d'Amazon à m'en apporter un avant Noël. ouais, ouais, Comme ouais. ça, je Moi, vais découvrir ça. tu veux avoir des concepts liés à Potemkin, le néocolonialisme ou des choses comme ça qui sont assez hallucinantes, la façon dont des petites mains font les entraînements des IA. Et ça, on n'en parle jamais. Tu vois, il y a tout l'effet waouh, c'est génial, mais il y a des dizaines de personnes ou des dizaines de milliers de personnes mes fameux 0 et 1 qui se sont palugés Ouais, c'est pendant des ça. journées entières derrière leur écran. C'est un peu les esclaves des temps modernes, mais il faut le savoir. Ça existe. Alors, ils sont plus ou moins contraints, je sais pas, mais ça existe. C'est des choses qui font que nous, aujourd'hui, on utilise ces outils-là. Ouais, ouais. Voilà. Faut en Ben, avoir en tout conscience. cas, Christophe, un grand merci d'avoir pris encore une heure de ton temps pour ça, mais vraiment, c'était super intéressant, super complet. J'ai gardé deux, trois trucs et à chaque fois, j'essaierai de remettre en lien euh, toutes les informations que tu as données ou tu avais partagé peut-être ton PowerPoint, tu avais dit? Je pense que oui, mais je peux te le renvoyer. Ok, Dans mon blog, il y a aussi beaucoup de tout ce que j'ai dit là. Par exemple, sur les trucs juridiques, j'avais fait un billet de blog. Sur la partie les ressources pour apprendre les IA, j'ai fait des billets de blog. Les bouquins, j'en ai fait aussi. Donc voilà. ok. Écoute, on va mettre tout Bâtier blog, ça. vous trouverez ça. Ouais. Top. Un grand merci à toi et on va couper l'enregistrement et souhaiter cette fois-ci de bonnes fêtes à tout le monde. C'est la Voilà. possible aussi. Merci Christophe, merci bien. Ça marche. À la prochaine.